banderole. On parle d'un rassemblement, une manifestation. Je crois comprendre que c'est un événement. En fait, l'événement, c'était d'aller tenir la banderole, de faire une photo, de se masquer, de faire une photo, puis de se sauver. Il n'y a pas vraiment eu de longs rassemblements ou de manifestations dans la ville, mais gênant pour Shawinigan. Là, on a senti le maire Lévesque assez mal à l'aise, hein? Ben, il y a de quoi être mal à l'aise, là. Tu sais, cette banderole, je me souviens d'un Québec blanc tenu par des individus masqués, comme tu le disais, là. Le temps, finalement, qu'une photo puisse être prise, là, puisqu'on a très peu d'informations sur les organisateurs de cet événement-là. On n'a pas de confirmation qui a organisé cet événement Mais il y en a un qui a suprémaciste revendiqué, blanc. là. Il y en a un qui a revendiqué quand même ce matin, là, un individu d'un groupe, là, j'oublie le nom, mais un groupe ouvertement raciste, mais il y en a un qui a revendiqué, là. Ben, c'est une, en fait, c'est de dire, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que du racisme exprimé de cette manière-là est fait finalement presque en toute impunité, parce que ces personnes-là ne sont pas, à ce que je sache, dérangées depuis ce rassemblement de samedi. On a vu toute la classe politique, par contre, dénoncer ça. Yves-François Blanchet, Paul Saint-Pierre Plamondon, Charles Milliard, la première ministre s'est exprimée également. On voit, il y a une mobilisation où on dit là, c'est trop, c'est trop. Évidemment, le maire de Shawinigan est embarrassé par cette question-là. Faut dire que même la semaine dernière, il y avait eu un autre événement, celui-là à Trois-Rivières plus tôt. Il y avait une fête religieuse musulmane mercredi dernier où il y avait eu une prière dans un lieu privé. Là, donc, on n'est pas dans un parc ou dans un lieu public qui contrevient à la loi récemment votée. Et les commentaires étaient gênants, qui étaient en dessous. Les commentaires disait littéralement « il faudrait un autre Alexandre Bissonnette ». On se rappelle qu'Alexandre Bissonnette est rentré dans une mosquée et a tué 6 Québécois qui étaient en prière. D'autres proposaient qu'on barre les portes et qu'on mette le feu à l'endroit. Il y avait le maire de Trois-Rivières qui était sorti pour dénoncer ces commentaires-là. La police de Trois-Rivières était aussi impliquée. On n'avait pas vu nécessairement beaucoup de politiciens sur la scène provinciale là, être peut-être pas au fait de cette situation-là, là, qui était plus localisée. Mais là, c'est vrai que samedi, ça a frappé fort, surtout avec cette image-là. Et se dire, tu sais, il y a des personnes qui se disent, je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a du monde qui disait, ce sont probablement des agents de la GRC qui sont venus faire de la perturbation là Ouais, j'ai pour. vu ça. C'est... Oh, là, à un certain moment là, on, tu sais, pouce mes pouces égales. Euh, j'ai hâte de voir la classe politique. Oui, elle a dénoncé sur les réseaux sociaux, mais il reste 2 semaines de travaux parlementaires. Est-ce qu'il va y avoir une motion? Est-ce qu'il va y avoir des commentaires Hmm. plus à l'Assemblée nationale? Mais Et celui qu'on n'entend pas souvent, Mario, le ministre à la lutte au racisme, Christopher Skeet, tu sais, dans ce genre d'événements-là, on ouais, s'attend à voir le mais ministre j'ai vu qu'il était responsable de sorti ces ce matin, questions-là. là, je pense. Il est sorti ce matin, mais on le voit pas souvent, tu sais, porter, même la semaine dernière, on l'a pas vu, mais les propos que Madame Fatima Aboubakr, la candidate du PQ pour Laval des Rapides, là, disons que c'est pas il est plus ministre des Relations internationales que ministre des luttes contre le racisme, mais ça faisait du bien de voir les politiciens au moins se serrer les coudes là-dessus, là, puis dire qu'au Québec, ce n'est pas des commentaires qui sont acceptés. Il y a la première ministre de l'Alberta qui va nous visiter cette semaine. Mercredi, Danielle Smith va être au Québec. J'ai hâte de voir l'itinéraire. Qui va-t-elle rencontrer? J'ai appris ce matin qu'il va y avoir une rencontre avec Madame Fréchette, évidemment, on me dit que ça va être une rencontre comme on rencontrerait n'importe quel premier ministre qui vient au Québec. Donc, on veut pas mettre beaucoup d'emphase sur cette rencontre-là. Après moi, elle va Ce qui est rencontrer Éric Duhem. Elle le connaît très bien. Là, ils se connaissent depuis très longtemps, là. Elle va probablement, oui, ils se connaissent depuis très longtemps. Éric Duhem, on se rappelle, était aussi parti faire sa tournée en Alberta. Va-t-elle rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon? Tu sais, c'est la question de moi qui demeure un gros point d'interrogation. D'habitude, les premiers ministres, quand ils viennent, ils rencontrent pas les partis d'opposition ou très rarement, ça fait pas partie habituellement du protocole. Mais est-ce que la question référendaire va être abordée avec Christine Fréchette, qui ne semble pas avoir beaucoup de fun à parler de cette question-là, là? Tu sais, c'est pas comme si elle voulait aller en bataille contre Mark Carney Mais, sur le 50% plus 1. mais d'après moi, Danielle Smith doit pas tant que ça avoir le goût de parler de référendum non plus, là, parce qu'elle elle organise le référendum, mais elle va être pour le non. Son parti semble divisé
plus que tout ce qu'on pouvait imaginer. Là, son propre parti semble voter à moitié oui, à moitié non, peut-être même majoritairement oui, même si elle est pour le non. Je suis plus sûr qu'elle trouve ça si drôle, le référendum. D'ailleurs, en fait, cette semaine, elle a donné une entrevue, je sais pas si tu as vu, dans le National Post, un journal quand même qui est beaucoup lu par le militantisme conservateur, où elle expliquait pourquoi elle a confiance à Mark Carney. Elle comparait Mark Carney avec Justin Trudeau, puis donnait les raisons, là, pourquoi elle a confiance à Mark Carney. C'est... parce qu'il y a quand même dans son membership beaucoup de gens qui sont anti-libéraux, là, même peu importe les raisons, tu devrais jamais faire confiance à un libéral. Mais c'est assez particulier dans le cas de Danielle Smith. On dirait qu'elle a vu ça comme un boomerang, puis finalement, politiquement, ça commence à être difficile pour elle dans son propre parti. Puis là, elle essaye de remettre la pâte à dents dans le tube. Le problème, c'est qu'on a une première ministre de l'Alberta qui veut organiser un référendum, mais elle est dans le camp du non, qui va rencontrer une première ministre du Québec qui, elle, ne veut pas organiser de référendum, ne veut rien savoir d'un référendum, puis on ne sait pas s'il y en a un, elle logerait où. Donc, disons que les deux n'ont pas vraiment beaucoup d'atomes crochus sur la question référendaire, et est-ce qu'elle va parler du 50% plus 1 quant à finalement la décision, les Albertains, le choix des Albertains de l'autodétermination et le choix des Québécois? J'ai pas l'impression que Christine Fréchette tripe beaucoup à rencontrer Danielle Smith mercredi. À suivre, merci. Merci, on va Mario. regarder ça mercredi. Bye bye, Yasmine. Une voiture qui se serait retrouvée dans un lac. On surveille ce qui se passe. On n'a pas d'informations. J'ai tenté de rejoindre la Sûreté du Québec. Pour l'instant, pas de réponse, là. Mais ça se serait passé à Notre-Dame de l'Île-Perrot, à Montérégie, là. C'est une nouvelle qui vient de sortir. Un véhicule qui viendrait de plonger dans le lac Saint-Louis après avoir percuté un muret. Il y a quelqu'un qui a appelé au 911, là, la Sûreté du Québec, les ambulanciers paramédicaux aussi, là, et les pompiers en sauvetage nautique qui seraient en direction de la Seine en ce moment. Donc, je surveille l'évolution de la situation. Le lac Saint-Louis, c'est le fleuve Saint-Laurent. Là. Je disais un lac, mais j'avais pas la nouvelle, mais OK. C'est quelque chose potentiellement très, très grave. Oui, exactement. Puis peut-être qu'il y aura encore des gens à l'intérieur, selon certains témoins. Donc, c'est ça qu'on est en train de vérifier. Là. L'information n'est pas validée pour l'instant, mais c'est ce qui rentre. À suivre. L'avenir de l'Hôtel-Dieu de Québec qui est bien incertain. Oui, c'est le plus vieil hôpital en Amérique du Nord, l'Hôtel-Dieu de Québec, qui, on ne sait pas finalement ce qui va arriver avec cet hôpital-là, qui a été fondé à 1538, et il doit déménager vers l'Enfant Jésus d'ici 2028. C'est une décision qui avait été prise en 2015 par Philippe Couillard, qui avait décidé le gouvernement de Philippe Couillard, qui avait décidé donc de déménager l'ensemble des activités de l'Hôtel-Dieu dans le Vieux-Québec vers l'Enfant Jésus, une fois le méga chantier complété, donc en 2028. Ça fait 10 ans, là, à peu près que la décision a été prise, mais là, personne ne sait ce qui va devenir du site historique. Il y avait des idées qui avaient été mises sur la table dans les dernières années, notamment l'aménagement d'un GMF ou déménager encore des fonctionnaires du ministère de la Santé. Mais là, pas de nouvelles. Les résidents n'ont pas de nouvelles depuis 2020. Et là, plusieurs se demandent si on ne va pas rejoindre la liste des hôpitaux historiques laissés à l'abandon. Jean Chrétien va mal prendre la prochaine nouvelle. Lui qui est le toujours... mauvais pays. Mais non, on était le plus meilleur pays du monde, le Canada, mais on n'est plus le plus meilleur. Non, on n'est plus le plus meilleur, justement, meilleur pays. On a chuté d'une quinzaine de positions dans le classement des meilleurs pays au monde. On est maintenant au 19e rang, juste derrière les États-Unis qui sont au 18e rang. Et en 2024, on était le 4e. On a même été 2e en 2023. Comment on mesure les plus meilleurs pays du monde? Dans des pays scandinaves. Ben là, l'affaire, c'est que pourquoi on se retrouve au 19e rang? C'est parce qu'il y a eu un changement d'approche dans la façon d'évaluer tout ça et ça a révélé d'importantes lacunes nationales. Maintenant, on évalue les pays à l'aide de 8 variables classées par ordre d'importance. La gouvernance, le développement économique, la santé publique, les infrastructures, les opportunités, l'environnement, le transport, et la culture et le tourisme. Et le pays s'est démarqué avec son bas taux de pauvreté, de violence politique et de la force de son passeport, mais on a perdu des points sur le système de taxes, les intérêts sur la dette publique, le ratio entre PIB et consommation d'énergie. Autre point négatif, selon les variables que je vous ai nommées, faible source d'énergie renouvelable, manque de lits d'hôpitaux et de médecins, émissions de carbone, faible présence d'espèces locales sur le territoire et taux d'espace vert urbain. Donc, c'est les points qui ont été préavis. Tu commences tout le négatif. Pauvre Mario, la semaine commence mal. Bon, c'est qui les pays? On sait-tu où ça va mieux? Là? La Norvège. Ben, il y a en Suisse, ça n'a pas touché la Suisse. Donc, la Suisse, ça reste un pays où... La pauvreté, c'est pas si pire en Suisse. Ça en sort bien. Oui.
Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le pays... En fait, c'est le touriste canadien avec notre devise quand il va en Suisse au restaurant qui se sent pauvre. C'est nous autres la pauvreté. C'est ce que ça coûte en Suisse, là, manger n'importe quoi, c'est complètement débile. Les États-Unis et l'Iran qui ont mené de chaque côté des frappes encore. Pendant la nuit. Officiellement, on est toujours en cessez-le-feu, mais on s'accuse mutuellement de mettre un terme à de violer plutôt ce cessez-le-feu-là. Donc, c'était, selon l'armée américaine, des frappes défensives contre des systèmes de radar et de contrôle de drones. L'Iran qui a réagi en lançant de son côté des représailles, disant que les attaques ont violé le cessez-le-feu, comme je le disais. Une attaque qui a visé notamment une installation du Koweït utilisée par les forces américaines. L'Iran qui a réitéré ce matin aussi que son programme nucléaire ne figurait pas au menu des discussions actuelles, contrairement à ce qui a été annoncé par Donald Trump. Je vous rappelle que le régime a répété qu'un accord de paix est conditionnel à un cessez-le-feu au Liban. C'est ce qu'on a annoncé dans les dernières heures. Alors, on va continuer de suivre l'évolution de la situation de ce côté-là aussi. Toujours pas réglé. Jean-François... Un petit mandat, Jean-François, trouve-nous donc le Happy Birthday, Mr. President de Maryland. T'as 1 minute et demie pour trouver ça. En attendant, J'ai failli le mettre en plus. Et j'ai en pensé à attendant, ça. rivalité passionnée, Heated Rivalry qui a tout gagné. Record. C'est la première fois au prix écran canadien qu'il y a une série qui remporte 16 statuettes. 16 statuettes, dont hier soir, prix du public, prix de meilleure série dramatique et l'acteur principal Hudson Williams qui remporte meilleur acteur. Difficile de croire parce que lui, il vient de la Colombie-Britannique. Difficile de croire qu'il y a un an, il vendait des pâtes dans un resto. Ouais. Puis là, ça devient comme la vedette numéro 1. Son partner n'a pas gagné, Corner Story, parce qu'il est américain, donc pas éligible. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que de remporter au prix écran canadien, ça permet de pallier au fait qu'ils peuvent pas être aux Emmy Awards. Comme c'est une série canadienne, on n'est pas éligible pour cette série américaine. Mention également à Sophie Nellis qui remporte meilleure actrice second rôle et le prix Radius honorifique pour son travail à l'international, que son travail contribue au rayonnement canadien. Donc ça, c'est chouette pour elle, une actrice aussi québécoise. Donc c'était hier. Et le meilleur film, Nirvana, Le Ben, la série Le Film, qui a gagné cette statuette. Écoute, c'est comme je l'ai vu, il y a des bonnes affaires, il y a une bonne trame, il y a d'énormes longueurs. Là. Je veux dire, à moins que tu capotes de voir des scènes de sexe, puis là, je m'en fous que ça. La jeune génération là, a tout aimé de cette série-là. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, c'est correct qu'on a saisi, là, je veux dire, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, je m'en tape, mais hétérosexuel, si t'avais du taponnage, puis ils sont sur le divan, puis ils sont, à un moment donné, je dirais, ben là, mais je pense on a compris, là, je veux dire, ils s'aiment, c'est correct. Je pense que c'est le ton qui a charmé le monde. C'est rare qu'on n'ait pas d'un cliché, là, du très méchant, très gentil. Parce que c'est une série en 6 ou 8 épisodes. Puis t'aurais pu le rentrer en 4. Puis je pense que le fait qu'on mette le sport là-dedans, là, qui est l'homosexualité, qui est bien pris. Non, on est sur un thème... Parce que tu vois, sur Prime, il y a aussi une autre série qui attire les adolescents. Puis on est dans la même affaire, mais pour hétérosexuels. Puis ça aussi, là, c'est numéro 1. Oui, parce que ça aussi, on est dans du monde normal qui s'aiment, mais qui font languir l'affaire. Ils s'aiment longtemps. Là. Ils s'aiment longtemps. Mais on regarde. On a un petit sourire en coin. Je finis par trouver ça. Là. Oh! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Inoubliable Happy Birthday au président Kennedy de Marilyn Monroe. Et pourquoi on chante ça ce matin? Parce que ça aurait été son anniversaire aujourd'hui, 1er juin, 100 ans. Celle qui continue de fasciner 60 ans après son décès. Ben, elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Puis il y a même des fleurs qui seront remis au Chinese Theatre. C'est là où elle avait placé ses empreintes. Marilyn Monroe est plus jeune que Jeannette. Oui. Non, mais ça... Non, mais tu sais, ça en dit long sur le fait de mourir jeune versus rester en vie. Là, parce qu'on a l'impression que Marilyn Monroe, c'est de l'histoire ancienne, puis que Jeannette est actuelle. Oui, mais c'est une bonne réflexion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est décédée très jeune, mais comme il y a eu plusieurs émissions, on n'est pas sûr de son décès, sa relation avec les Kennedy, c'est comme ça continue d'exister. Puis il y a une exposition, d'ailleurs, si vous allez à Los Angeles, on continue d'honorer sa mémoire.